Bonjour, vous participez à un séminaire de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Félicitations! Il ne s'agit pas de faire de vous des créateurs d'entreprise, même si le jeu consistera à l'imaginer. Certes, si certains d'entre vous se disent « créer une entreprise, pourquoi pas ?» Tant mieux, on les aime bien les créateurs d'entreprise. Ceci dit, l'objectif de ce séminaire est plutôt de participer au développement de compétences qui seront utiles durant votre parcours professionnel, mais également dans le cadre de vos projets personnels, par exemple l'associatif pour la défense de valeurs ou de causes qui vous sont chères. Autrement dit, la conception de l'entrepreneuriat de ce séminaire est large, même s'il prend la création d'entreprise comme base de simulation, parce que c'est sans doute l'archétype du phénomène entrepreneurial. Mais l'entrepreneuriat touche également à la reprise d'entreprise, au lancement ou au développement de nouvelles activités pour une organisation existante, que celle-ci soit publique ou privée. Autrement dit, vous pouvez entreprendre pour votre propre compte ou entreprendre pour l'organisation qui vous emploie. Dans tous les cas, cela touche à des compétences appréciées par le monde professionnel. Dès qu'un projet entrepreneurial se présente, qu'il soit à finalité économique, sociale, culturelle, sportive, etc., ou qu'il en combine plusieurs, la méthode présentée dans le cadre de ce séminaire de sensibilisation à l'entrepreneuriat est pertinente. Elle a fait ses preuves dans le cadre d'études de cas et de recherche-action conduites par des experts. Elle a également servi l'accompagnement de très nombreux porteurs de projets. Quant au nombre de participants ayant suivi un séminaire de sensibilisation à l'entrepreneuriat avec la méthode ici présentée, il se compte au moins en dizaines de milliers. Cette aventure, à laquelle vous participez, montrera qu'entreprendre n'est pas compliqué. C'est complexe, mais pas compliqué. À ce titre, il faut mobiliser un modèle pour être guidé afin, d'une part, de faire avancer le projet, c'est-à-dire le faire gagner en maturité, et, d'autre part, de le faire gagner en conviction. Certes, certains projets ne seront pas convaincants parce que, justement, la méthode aura mis au jour des failles incontournables. Mais même dans ce cas, vous aurez appris. Ici, vous allez jouer à entreprendre. Et si ce n'est déjà fait, les coordinateurs du séminaire vous présenteront les règles du jeu. Ce séminaire s'appuie sur le concept de business model. Plus précisément, le modèle ici présenté porte le sigle GRP. Le modèle GRP définit le business model de la façon suivante. Le business model est une représentation partagée relative à la génération de la valeur, à la rémunération de la valeur et au partage de la valeur. Voici, en 6 minutes, une présentation du business model GRP. Le business model GRP. L'intérêt et la pérennité d'une relation résident essentiellement dans l'échange d'éléments ayant de la valeur pour ses protagonistes. Dans le cadre d'une création d'entreprise, un salarié, par exemple, reçoit un traitement conforme à son apport d'expertise et de travail. La valeur se relativise à celui qui la perçoit et ne s'exprime pas obligatoirement de façon pécuniaire. Chaque salarié peut pondérer différemment des critères comme par exemple les appointements, le temps de trajet pour aller au travail, la possibilité de toucher un 13e mois, la garantie de l'emploi ou encore les possibilités de promotion. Entre les catégories de parties prenantes, les différences sont plus flagrantes car les attentes ne sont pas les mêmes. La valeur pour un client n'est pas la même que celle attendue par un banquier, par un fournisseur, un actionnaire, un salarié, etc. Le concept de valeur est central dans la conception d'un business model. La valeur est au cœur du projet d'entreprendre, autour duquel se cristallise un réseau de parties prenantes aux attentes multiples. La valeur comporte alors un caractère ambigu, avec lequel il faut savoir composer. Le modèle GRP en tient compte lorsqu'il définit le business model comme une représentation partagée relative à la génération de la valeur, à la rémunération de la valeur et au partage de la valeur. Chacune de ces dimensions comporte 3 composantes. Voyons cela. Avec la génération de la valeur, le modèle GRP insiste sur l'importance d'apporter aux clients ou aux usagers un produit ou un service qui a de la valeur pour eux. Autrement dit, la génération de la valeur doit clairement présenter l'offre, que les spécialistes du business model appellent la proposition de valeur. Il y a du bon sens dans cette expression, car si ce qui est proposé ne vaut rien, personne n'en veut. Pour générer effectivement cette valeur et ainsi tenir la promesse formulée, il convient de la fabriquer. Concrètement, c'est répondre à la question « Comment allez-vous vous y prendre ?» Le processus correspondant part de la nécessité de capter des ressources, passe par l'organisation permettant de produire l'objet promis et finit par la fourniture au client de la valeur qu'il attend. Encore faut-il croire en la capacité de l'entrepreneur à déclencher et à piloter le processus correspondant.
À ce titre, sa formation, ses expériences, mais aussi ses motivations, ses valeurs, voire son profil, sont étudiés notamment par les partenaires susceptibles de financer le projet. En effet, si pour des investisseurs le projet est important, celui qui le porte, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une équipe, l'est bien davantage. Dès lors, ne pas inclure le porteur de projet dans le business model, c'est priver ce dernier d'une de ses pièces maîtresses. La rémunération de la valeur correspond à ce qui est parfois qualifié de modèle économique. Elle rappelle que le projet doit obtenir une rémunération pour ce qu'il propose, sinon l'affaire ne durera pas. Si cette rémunération s'exprime souvent par un chiffre d'affaires, nous verrons lors d'un prochain chapitre que la nature du projet peut la conduire à prendre d'autres formes, par exemple la satisfaction des usagers dans le cas d'un service public. Avec la première composante de la rémunération de la valeur, il s'agit d'expliquer comment le chiffre d'affaires arrive à l'entreprise, c'est-à-dire que les sources de la rémunération doivent être claires. Pour certaines affaires montées sur Internet, il a fallu constater que les utilisateurs n'étaient pas toujours les payeurs. Or, un partenaire financier doit recevoir une explication limpide des voies par lesquelles ce chiffre d'affaires parvient à l'entreprise. Ce point est crucial pour tout type de business, pas seulement pour les startups Internet. Le partenaire susceptible de financer un projet sera également intéressé d'une part par le volume de cette rémunération, c'est-à-dire l'estimation du chiffre d'affaires, et d'autre part par la performance globale du projet envisagé. Si cette performance s'apprécie sur le plan financier, d'autres plans peuvent être importants dans l'exercice de conviction, par exemple la performance estimée en termes de gains de notoriété ou d'image. Avec le partage de la valeur, il faut comprendre que le business fait partie d'un environnement dans lequel il s'imbrique, avec lequel il faut être en symbiose pour durer. Parce que l'entrepreneuriat est un acte fondamentalement partenarial. Le business model est une représentation partagée intégrant les attentes des parties prenantes. À ce titre, la première composante du partage de la valeur concerne les relations gagnant-gagnant à établir avec les partenaires car sans eux, pas de ressources et sans ressources, pas de projet. Qui plus est, les parties prenantes conduisent souvent à voir le projet sous un autre angle et peuvent aider à étendre le réseau d'affaires. Ces parties prenantes agissent selon des conventions, des façons de faire. Leurs comportements peuvent ainsi concerner les pratiques d'un métier ou d'un secteur d'activité, la culture d'une zone géographique, des normes techniques ou sanitaires, etc. Pour convaincre des partenaires, le créateur d'entreprise montre alors qu'il est sensible à ces conventions et qu'il en connaît les principales, même lorsqu'il envisage d'innover et de les infléchir en partie. Enfin, le créateur doit comprendre et expliquer le rôle du business envisagé au sein de son écosystème. Celui-ci concerne autant les grandes tendances de l'environnement que la façon dont le système économique et social est construit. L'architecture de ce système peut être définie comme l'ensemble des dispositifs par lesquels s'opèrent les échanges de valeur entre les acteurs qui le composent. Le business en création doit s'y faire une place. Ainsi, nous parlons de modèle GRP. G pour génération, R pour rémunération, P pour partage. Lors de l'exercice de conviction déployé auprès des possesseurs de ressources pour en faire des parties prenantes, l'entrepreneur présente alors les 9 composantes du business model sans omettre de montrer leurs liens. En fonction du temps dont vous disposez, pour convaincre, racontez donc en quelques phrases, en quelques diapositives ou en quelques pages, votre business avec le business model GRP. Cette vidéo est un des épisodes d'une web-série en comportant 13. 9 de ces épisodes se focalisent, chacun, sur une des composantes du business model GRP. C'est une des ressources à consulter. Cette introduction au séminaire revient, un peu plus tard, sur l'ensemble du matériel mis à votre disposition. Par exemple, ce poster, dont on peut se servir pour identifier les rubriques à renseigner pour chaque composante, donc pour chaque dimension du business model, sachant que l'exercice consistant à convaincre conduira, dans un ordre à discuter lors de la construction du pitch, à présenter les aspects essentiels que les partenaires potentiels ont besoin d'entendre pour prendre part au projet et, ce faisant, devenir des parties prenantes. Ainsi, afin de convaincre un partenaire potentiel, pour ce qui a trait à la génération de la valeur, encore faut-il qu'il perçoive la valeur de l'offre faite au client ou à l'usager, car s'il pense que ce dernier considère que cela ne vaut rien, il en déduira que l'acte d'achat est peu probable. Or, sans chiffre d'affaires, ou équivalent, le projet sera vite en difficulté. Il s'agit alors de montrer qu'il va y avoir un nombre suffisant de consommateurs. Bref,
Si ce qui est proposé ne vaut rien, personne n'en veut. Pour convaincre sur la proposition de valeur, nous proposons de travailler 2 catégories d'arguments. L'idée et l'opportunité d'affaires que cette idée constitue. S'agissant de l'idée, ce qui intéresse un partenaire, c'est comment l'idée est survenue ou quelle est sa source. Quel travail a été nécessaire à sa mise au point, qu'il s'agisse de séances de créativité, de mise au point d'un prototype, de tests en situation réelle, etc. Comment le résultat de ce travail peut être protégé, par exemple par un brevet lorsque c'est possible. Il convient également de montrer très clairement comment l'idée se traduit au catalogue de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui sera vendu. Elle doit se transformer en opportunité d'affaires, sachant que la réalité est bien moins linéaire que ce qui est ici présenté. Pour l'opportunité d'affaires, 4 points sont également à travailler. Il est nécessaire de montrer l'attractivité du marché, d'avoir ciblé par une étude qualitative les consommateurs, de positionner l'offre par rapport à celle des concurrents, et aussi de faire part de l'ambition du projet, car selon, par exemple, que celui-ci est de portée locale ou s'adresse à des marchés internationaux, le business model n'est pas le même. L'épisode 5 de la web-série et le chapitre 5 du manuel présentent la composante proposition de valeur. Ce n'est pas tout de proposer un produit ou un service, encore faut-il le fabriquer. Dans le vocabulaire du business model GRP, il s'agit d'expliquer comment la valeur va être fabriquée. L'épisode 3 de la web-série, vu précédemment, propose de voir cette composante comme la réponse à la question « Comment allez-vous vous y prendre ?» Il s'agit alors d'expliquer ce dont vous avez besoin, qu'il s'agit de ressources tangibles, par exemple du matériel, un local, ou de ressources intangibles, par exemple des compétences, une licence d'exploitation. Il convient ensuite d'expliquer comment tout cela va être organisé, à la fois dans un processus productif, par exemple l'organisation d'un atelier, et dans un organigramme de répartition des tâches. Dans le 3e temps de la fabrication de la valeur, il s'agit de délivrer la valeur à l'usager, ce qui touche à la fois à la logistique et à la communication. L'épisode 6 de la web-série et le chapitre 6 du manuel présentent la composante fabrication de valeur. Le porteur du projet est une composante à part entière du business model GRP. Les partenaires, notamment financiers, attachent une très grande importance au porteur ou à l'équipe qui porte le projet. Ce dernier peut paraître convaincant, mais si l'équipe ne semble pas au niveau, il y a très peu de chances que le projet soit financé. Il s'agit alors de livrer les informations permettant aux possesseurs de ressources de cerner votre profil, votre motivation, votre formation, votre expérience, la complémentarité des membres de l'équipe, etc. Ces partenaires veulent évidemment savoir à qui ils ont affaire avant de s'engager. L'épisode 4 de la web-série et le chapitre 4 du manuel présentent la composante porteur ou entrepreneur. Passons à présent à la rémunération de la valeur. Il s'agit du modèle économique du business model. Avec la composante source des revenus, le porteur du projet indique comment le chiffre d'affaires parvient à l'entreprise, c'est-à-dire essentiellement qui paie. Lorsque le projet est porté par une structure différente, qui ne réalise pas de chiffre d'affaires, celui-ci peut être remplacé par les recettes réalisées lors de certaines manifestations ou de subventions d'exploitation reçues de partenaires privés ou institutionnels. L'épisode 7 de la web-série et le chapitre 7 du manuel présentent la composante source des revenus. Il convient également de faire une estimation du montant de ce chiffre d'affaires, ou des recettes, ou des subventions. Et il est souvent apprécié que cette estimation soit réalisée sur une période de 3 années suivant le lancement effectif des opérations. Là, les entrepreneurs, notamment les primo-entrepreneurs, c'est-à-dire les individus entreprenant pour la première fois, s'arrachent les cheveux. Mais vous trouverez sur le site GRP Lab des informations afin de procéder à cette estimation. L'épisode 8 de la web-série et le chapitre 8 du manuel présentent la composante volume des revenus. Enfin, le modèle économique doit révéler une performance minimale, à défaut de laquelle les partenaires seront hésitants. Dans le business model GRP, la performance est décomposée en performance financière et en performance non financière. La performance financière est elle-même décomposée en 2 rubriques visant à montrer que le projet sera rentable dans un avenir plus ou moins proche. Avec la première rubrique, il s'agit de montrer que l'exploitation de l'entreprise va être rentable. Il convient d'estimer à partir de quel niveau de vente, donc de quel chiffre d'affaires, et quand, l'exploitation dégagera un bénéfice. On parle de seuil de rentabilité, parfois de point mort dans le vocabulaire comptable. La seconde rentabilité est afférente aux investissements,
Cette fois, le porteur du projet explique aux investisseurs qu'ils y gagneront à apporter des fonds au projet. Autrement dit, qu'ils obtiendront un retour sur investissement. C'est très difficile à calculer pour les néophytes en comptabilité, et dans tous les cas, c'est un pari. Ce retour sur investissement est généralement apprécié sur le plan pécuniaire, mais il peut prendre des formes plus qualitatives pour les projets à but non lucratif. Votre conseiller vous indiquera quel est le niveau d'exigence du séminaire sur ce point. Par contre, il faut pouvoir à minima présenter la façon dont le projet sera financé par la présentation d'un plan de financement initial. C'est très simple à comprendre. Pour lancer un projet, il y a des besoins par exemple en matériel, en stock, etc. Comment le porteur voit-il le financement de ses besoins ? Par exemple par un apport en capital, par le concours d'un prêt bancaire, par l'obtention de subventions, etc. La performance non financière concerne des éléments appréciés par les partenaires, mais non forcément directement traduits de façon économique. Par exemple en termes de notoriété, de satisfaction des usagers. Dans ce dernier cas, il convient de penser aux enquêtes à mettre en place pour la suivre. L'épisode 9 de la web-série et le chapitre 9 du manuel présentent la composante performance. La dimension partage de la valeur est originale dans le business model GRP. Elle renvoie à une conception écologique de l'entrepreneuriat. Le projet est vu comme une symbiose avec ses environnements et comme une stratégie gagnant-gagnant dans les échanges instaurés. Partage de la valeur ou valeur partagée, il faut alors comprendre que le projet doit apporter au moins ce qu'il reçoit des espaces sociaux traversés. L'échange correspondant se conçoit en premier lieu avec tous les possesseurs de ressources qui ont apporté, ou dont le porteur pense qu'ils apporteront, ces ressources au projet et, ce faisant, sont devenus des parties prenantes. Par exemple les salariés, les clients, les actionnaires, les fournisseurs, la banque, etc. Le porteur du projet présente ainsi le réseau constitué et montre qu'il est avec ses partenaires dans un échange de type gagnant-gagnant et que cette relation s'est construite en conscience de leurs attentes, de leurs apports, de leurs pouvoirs éventuels et de leur attitude. Cette analyse peut prendre la forme d'un tableau ou d'une cartographie dans laquelle les liens sont qualifiés. Ainsi vu, l'entrepreneuriat suppose une certaine empathie. À noter, dans le business model GRP, les concurrents ne sont pas des parties prenantes, mais des parties concurrentes. L'épisode 10 de la web-série et le chapitre 10 du manuel présentent la composante partie prenante. Une deuxième composante de la dimension partage de la valeur réfère à ce qu'il est possible de qualifier de règles du jeu. Tous les espaces sociaux traversés comportent des règles. Ces dernières touchent aux façons de faire et de se comporter au sein des marchés, aux pratiques des partenaires, aux normes, ou encore à la culture de certaines zones géographiques, etc. Ce sont des conventions. Parfois, une innovation tente de contourner ou de changer les règles du jeu, mais le porteur montrera sa connaissance des règles actuelles et sa stratégie pour parvenir à ses fins. C'est dans cette composante convention que sont également rangés les contrats, par exemple ceux délimitant les relations avec les partenaires, tels que contrat d'exclusivité ou licence d'exploitation d'un brevet, pacte d'actionnaires, convention collective, statut juridique de la structure, etc. Ce qu'il faut retenir en première lecture de cette composante convention, c'est qu'elle comporte les informations permettant de comprendre comment les acteurs se comportent. L'épisode 11 de la web-série et le chapitre 11 du manuel présentent la composante convention. Tout projet d'entreprendre s'insère au sein d'un écosystème, ce dernier pénétrant d'ailleurs la conception du business model. Les ressources se cristallisant pour le projet proviennent de l'écosystème. C'est aussi au sein de cet écosystème que les concurrents évoluent, ainsi que d'autres acteurs qui ne sont pas des parties prenantes, mais avec lesquels il faudra peut-être composer. Si les concurrents sont dans l'écosystème, rappelons que la composante proposition de valeur, vue précédemment, nécessite une analyse concurrentielle afin de positionner le produit ou le service par rapport à ceux des concurrents. L'épisode 12 de la web-série et le chapitre 12 du manuel présentent la composante écosystème et proposent de réaliser une analyse de type PESTEL pour l'appréhender. Le poster présente ainsi un résumé des points à travailler et à renseigner pour concevoir un business model. Évidemment, toutes les composantes sont liées dans un business model. C'est un système et ces composantes sont en interaction dynamique. Lors de la dernière séance du séminaire, vous présenterez le business model que vous avez conçu à un jury. Le temps accordé varie selon les séminaires. Dans l'exemple suivant, 10 minutes ont été accordées à la créatrice pour présenter son projet de création d'une marque de mode vestimentaire. Alors bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour m'écouter défendre les couleurs de Until, qui est une marque de prêt-à-porter
qui a la particularité d'être unisexe. Donc tout d'abord, je vais commencer cette présentation par vous donner quelques chiffres sur le marché qui sont assez parlants. Donc tout d'abord, le marché du prêt-à-porter en France, c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente en volume plus de 60 millions de personnes, puisque tout le monde a besoin de s'habiller. Les Français dépensent 5 milliards dans l'achat de vêtements sur Internet. 77% d'entre eux sont prêts à payer plus cher pour acheter français. 95% considèrent que c'est une question d'éthique et 93% associent Made in France et qualité. S'agissant de moi en tant que porteuse de projet, j'ai un parcours universitaire vraiment tourné vers la gestion d'entreprise puisque ça fait 4 ans que j'ai envie d'entreprendre pour pouvoir mêler une de mes passions à l'entrepreneuriat. J'ai donc intégré un master entrepreneuriat ainsi que l'incubateur Ubilab de l'Université de Bordeaux pour me lancer dans l'aventure. Mais alors Until concrètement, qu'est-ce que c'est ? Comme je disais tout à l'heure, Until c'est une marque française de prêt-à-porter unisexe dont le positionnement est axé sur le partage d'un même vêtement entre deux personnes de sexe opposé. Le but étant par exemple de proposer à des jeunes couples de se concevoir un dressing commun tout en conservant respectivement sa masculinité ou sa féminité ainsi que sa singularité. Donc chez Until, il n'y a pas un vêtement pour lui ou pour elle, mais uniquement un vêtement qui a été pensé et imaginé pour eux, d'autant plus que les couples sont travaillés pour correspondre autant à des morphologies masculines que féminines. Alors comment j'en suis arrivée à ce positionnement ? Eh bien c'est simplement en allant interroger mes concurrents et en réalisant une étude qualitative que j'ai pu me rendre compte que les femmes empruntent régulièrement un vêtement à une personne de sexe opposé, qu'elles s'habillent même parfois au rayon homme, que les hommes, eux, se plaignent de se faire voler leurs vêtements par leurs copines, mais qu'ils empruntent eux aussi également quelques pièces à leurs copines sans forcément oser les mettre pour sortir. Donc ici, moi, je me suis dit, en proposant un vêtement au genre neutre, on va pas avoir cette distinction entre habit fille et habit garçon, donc psychologiquement, beaucoup moins de barrières à porter le même vêtement qu'une personne de sexe opposé. De plus, j'ai pu constater que le Made in France, c'était quelque chose qui était perçu comme étant de qualité, mais qui reste très cher. Donc ici, la notion de partage, elle va permettre de diviser en deux le coût d'achat, tout en conservant un vêtement qui va être de très bonne qualité. Donc je vais rapidement vous présenter la collection. Donc le nom de chaque modèle est issu d'une plage de Nouvelle-Aquitaine en référence à la région. Donc ici, vous avez le modèle Miramar. Donc travailler toujours pour correspondre autant à une morphologie masculine avec, pour laisser passer la poitrine d'une femme et les hanches un peu plus développées d'un homme. Là, vous avez le modèle Lagune, donc avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge, toujours en référence au Made in France. Là, vous avez le t-shirt tricolore qui s'appelle le modèle Horizon et qui est parfait pour la Coupe du Monde. Et puis le modèle Remember, donc c'est un sweat molletonné à l'intérieur et brodé For Us dans le dos, toujours en référence au côté unisexe puisque For Us signifie pour nous en anglais. Alors vous l'aurez compris, cette marque transgresse certains codes, tout d'abord avec le nom de la marque Until qui fait référence à toutes les marques qui jouent sur l'aspect temporel et historique du mot since. Nous on est une génération plutôt tournée vers l'avenir, l'avenir qu'on pourrait qualifier d'incertain, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait, d'où Until qui signifie jusqu'à. Jusqu'à quand, jusqu'à quoi, etc. On ne sait pas trop. Le second code que je souhaite casser, c'est bien sûr celui qui fait référence à l'unisexe, puisqu'ici on ne va plus avoir de rayon traditionnel homme ou femme comme on a l'habitude de voir, mais plutôt un rayon mixte commun. D'autant plus que l'unisexe c'est quelque chose qui va être très en vogue. On a en haute couture par exemple Tommy Hilfiger qui fait défiler sur ces mêmes podiums ses collections hommes et femmes. On a des grandes enseignes qui proposent des catalogues de jouets sans distinction de genre. Et puis dernièrement, on a les magasins Emma ou encore Abercrombie & Fitch qui proposent leur collection de vêtements enfants sans distinction filles-garçons. Alors maintenant, comment fonctionne l'entreprise Until ? On va tout d'abord avoir la phase de conception du produit avec le dessin d'une collection que j'assure moi-même. Ensuite, on va avoir la partie bureau d'études. Donc ici, on va avoir tout ce qui est patronage, gradation, prototypage. Donc c'est l'atelier Léopoldine qui se situe à Pau et dont la responsable est Madame Véronique Bouche qui s'en charge. Elle a des compétences en stylisme et en modélisme que moi je n'ai pas. Et puis enfin on passe à la partie production des séries. Donc on choisit un fournisseur de tissus et puis on sous-traite toujours avec l'atelier Léopoldine qui est en lien avec le bureau d'études. S'agissant de la logistique et de la distribution, 70% de la production sera vendue en ligne et 30% sera vendue en boutique multimarque indépendante. Donc j'ai fait le choix d'utiliser 2 canaux de distribution puisque mes études de marché ont révélé que certains consommateurs n'achèteront jamais sur internet parce qu'ils ne peuvent pas toucher ou encore essayer le produit. Et s'agissant des boutiques physiques multimarques, je suis actuellement en train de les démarcher sur Bordeaux et la région. Maintenant en termes de communication, puisque c'est quelque chose d'extrêmement important, je suis bien sûr présente sur les réseaux sociaux afin de faire suivre l'actualité de ma marque à ma communauté. J'ai réalisé
une campagne de crowdfunding sous forme de précommande pour un petit peu tester les modèles et l'attractivité de la marque par rapport à la population. Les médias tels que presse, radio et blog qui se sont intéressés à la marque ont permis d'avoir de très bonnes retombées également en termes de communication. Et puis, j'ai aussi réalisé un site e-commerce avec l'aide d'une agence de communication. Mais très rapidement, si je veux justement développer davantage cet aspect communication et développer ma marque à plus grande envergure, il va falloir par exemple que je fasse appel à une personnalité connue. Donc je n'ai pas la possibilité de faire appel à ce type de personne, financièrement parlant aujourd'hui. Toutefois, je peux faire appel à de plus petits influenceurs qui, eux, permettront de développer la marque à leur échelle et de lui donner une certaine visibilité. Également, en termes de communication, pour moi, il y a un événement qui pourrait me permettre de me faire connaître davantage. Cet événement, c'est le salon du Made in France. Alors pourquoi ? Eh bien simplement parce que pour une toute jeune marque comme Until, ça lui permet de proposer ses produits auprès d'un public ciblé qui est sensibilisé au Made in France et qui sait pourquoi il est là. Tout en jouant sur le côté unisexe pour essayer de se démarquer un petit peu de la concurrence par rapport à tous les exposants présents sur le salon. Donc en quelques chiffres, ce salon c'est 450 exposants issus de tout secteur d'activité, c'est plus de 400 journalistes présents sur les 3 jours, et puis c'est surtout 60 000 visiteurs, dont plus de 9 000 qui sont situés dans le cœur de cible de Until, à savoir les 20-35 ans, susceptibles de dépenser plus de 30 € sur le salon. Maintenant justement, si on s'intéresse un petit peu à mon modèle économique, voici mes prix de vente. Donc ils sont fixés par rapport aux attentes de mes consommateurs, relevés toujours lors de mes études de marché. Également par rapport à mes coûts de production, mais c'est toujours pour respecter les attentes de mes clients. Et puis je prends aussi en compte les prix pratiqués par mes concurrents. Donc j'en profite pour faire une petite aparté dessus. On voit que je fais le choix de me situer un petit peu en dessous au niveau des prix et qu'en fait lorsqu'un concurrent vend à un prix inférieur au mien, en fait, on s'aperçoit qu'il ne produit pas en France. Quoi qu'il en soit, ça reste des prix relativement élevés, donc je m'adresse à une catégorie de personnes issues d'une catégorie socio-professionnelle dite supérieure. Mon volume de vente est fonction du volume de production, donc je produis ce que je suis en capacité de produire, et la quantité de chaque produit a été déterminée toujours par rapport aux habitudes d'achat de mes consommateurs. Donc en année 1, mon chiffre d'affaires se base sur la vente de 2 collections à l'année, et à partir de l'année 2, sur 4 collections par an. D'autant plus que j'ai pour objectif de développer à partir de cette deuxième année mes collections avec l'aide d'un petit créateur. Et donc j'espère qu'en travaillant avec lui, mon chiffre d'affaires pourra être multiplié par 2,5 à partir de la deuxième année. Au niveau de mon seuil de rentabilité, il est atteint pour un chiffre d'affaires égal à 73 200 €, ce qui correspond à 360 jours d'activité. Mon résultat d'exercice en année 1 est nul et il augmente doucement en année 2 et 3. Et puis tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur cet aspect communication qu'on retrouve ici puisque c'est l'une de mes plus grosses dépenses. Donc justement, ce budget communication, il va se diviser en 2 parties. On va tout d'abord avoir une partie variable qui est égale à 10% du chiffre d'affaires et une partie fixe qui, elle, sera égale à 10 000 € en année 2 et 3, mais 20 000 € en première année puisque je pense que c'est dès la première année qu'il faut booster cet aspect communication pour pouvoir booster les ventes. Au niveau de mon plan de financement, j'ai un apport en capital égal à 10 000 €, jumelé à une subvention d'investissement. Tout ça va permettre de financer les frais de création de société, mais également la première collection. Et puis je réalise également un emprunt à hauteur de 6 000 € qui lui va permettre de financer les prototypes puisqu'ils pourront être immobilisés de manière à servir d'une année sur l'autre comme base pour créer de nouveaux modèles. Et puis également une petite trésorerie qui, elle, va permettre de subvenir à d'éventuels imprévus, puisque malgré tout, ça peut quand même arriver. Enfin, pour conclure, vous pouvez voir que mon étude quantitative a révélé que 85% des gens interrogés et trouvaient le concept de la marque attractif et que 65% étaient intéressés pour acheter un des vêtements de la marque. Merci beaucoup pour votre attention. Les coordinateurs vont vous présenter ce qu'il reste à savoir sur le séminaire, qu'il s'agisse des livrables, de la composition des équipes, de l'agenda ou des rythmes pédagogiques, des éventuelles séances de coaching ou encore des liens permettant d'accéder aux ressources pouvant être consultées pour vous aider à concevoir votre business model. De nombreuses aides sont accessibles sur le site GRP Lab. Ainsi,
des posters vierges ou indiquant les rubriques de chaque composante de chaque dimension du business model GRP, des exemples de business model rédigés ou présentés sous forme de posters, de storyboard ou de script, une web-série de 13 épisodes, un manuel procédant à des approfondissements sur certains points de ces épisodes et un autre manuel reprenant l'assistant inclus dans le logiciel Storyteller. S'agissant de ce dernier, en voici une présentation. Découvrez la nouvelle version de la web application GRP Storyteller, conçue pour le créateur d'entreprise et son conseiller. Désormais, avec GRP Storyteller, racontez votre business model en 9 phrases avec le mode poster, en 9 paragraphes avec le mode storyboard et en 9 pages avec le mode script. Cette nouvelle version aide l'entrepreneur à construire un business model encore plus convaincant. Pour commencer, il suffit de créer votre projet pour ensuite l'alimenter au fur et à mesure qu'il mûrit. Grâce à un éditeur de texte collaboratif, vous écrivez votre histoire parce qu'écrire votre business aide à le penser. Il est possible de travailler à plusieurs sur vos projets et d'inviter des personnes à consulter ou à annoter votre business model. Un assistant vous aide à vous poser les bonnes questions et des exemples de business model vous sont présentés. Les modes poster, storyboard et script comportent un accès à des vidéos rappelant la nature et les rubriques de chaque composante du business model. Poster, storyboard et script sont liés et offrent de multiples possibilités d'utilisation pour la créativité, le design ou le redesign de votre business model. Visualisez votre business model et exportez-le en PDF afin de le partager avec vos partenaires. Certains d'entre eux demanderont à lire votre histoire. GRP Storyteller est gratuit et fonctionne en ligne ainsi que sur smartphone et tablette. Alors, prêt à convaincre ? Rendez-vous sur le site grplab.com et racontez votre business model. Toute l'équipe vous souhaite un excellent séminaire.